Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième chapitre déjà, mon Dieu, ça va vite, du rapport Boivin. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Il y avait tellement de sujets pour vous cette semaine, en tout cas, j'en ai choisi quelques-uns, en fait, un certain nombre, pour passer ce 30 minutes en votre compagnie. La bonne nouvelle de la semaine, j'en suis convaincue, tout le monde est heureux, pousse un grand soupir de soulagement. Enfin, c'est fini. C'était le dernier débat des candidats à la présidence américaine, Hillary Clinton et Donald Trump. Pourquoi je dis enfin? Parce que je pense que d'histoire de débat présidentiel, ça n'a jamais volé aussi bas que ces débats entre Trump et Clinton. Évidemment, avec le personnage Trump, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez le dire. Ça ne surprend pas, c'est le genre de personnage qu'il est. Ce qui surprend plus, c'est que le Parti républicain l'ait choisi, alors ils vont vivre et mourir et périr avec lui si tel est le cas. L'élection, c'est le 8 novembre et mercredi, le 19 octobre avait lieu ce dernier débat. Tout le monde avait bien hâte de voir, puis ils ont eu des bonnes cotes d'écoute, les grands réseaux. On parle d'un premier débat qui a été écouté par près de 80 quelques millions de personnes, 50 quelques pour le deuxième, et on s'attendait à peut-être même fracasser le record de 80 quelques millions pour le troisième, parce que la question qui se posait, c'est est-ce qu'on verrait un Donald Trump différent? Parce que pour plusieurs observateurs de la scène politique américaine, internationale, mondiale, etc., c'était important pour lui de bien performer parce qu'il commence à prendre un retard assez imposant contre Hillary Clinton. Il y a eu, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais l'enregistrement de cet audio où on entend Trump dire et se vanter qu'il pouvait faire à peu près n'importe quoi avec les femmes au niveau sexuel parce qu'il était une grande star. Le nombre de femmes qui se sont qui ont dénoncé son comportement publiquement dans les dernières semaines se multiplie. En tout cas, il est en train de perdre le capital de sympathie qu'il avait possiblement avec la classe moyenne, d'être le candidat du changement, le candidat non politique, qui n'était pas corrompu, etc., etc. En tout cas, il y a eu tellement de choses qui sont sorties que le personnage est maintenant perçu comme pratiquement un danger public pour les États-Unis, ami des Russes et j'en passe. J'attendais donc avec beaucoup d'anticipation ce troisième débat en me disant que peut-être pour une fois, Donald écouterait ses aviseurs et se préparerait pour un débat parce que tu t'en vas pas faire un débat de cette envergure en arrivant n'importe comment, puis avec n'importe quoi, puis à dire n'importe quoi comme il se plaît à le faire depuis le début de cette campagne électorale. Surtout face à une Hillary Clinton qui connaît super bien ses dossiers, qui est vraiment habituée à ce type de challenge, de défi, c'est-à-dire le débat, et qui se prépare, qui est une studieuse, qui se prépare pour ce genre de situation, qui a démontré comment elle pouvait rester calme. On peut ne pas aimer le personnage, mais qui a démontré que face à un Donald Trump qui dit n'importe quoi et qui peut être assez abject dans ses qualificatifs, a su démontrer qu'elle était capable de garder son calme. Alors, troisième débat, ça a très bien commencé. J'ai trouvé que Donald Trump et Hillary Clinton, les questions du modérateur Chris Wallace, qui se trouve être le fils de Mike Wallace, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était un journaliste très bien connu, très bien coté, très sérieux de l'émission phare du dimanche soir 60 Minutes. Qui était très bon, j'ai trouvé, de tous les modérateurs. Il a su garder autant qu'il était capable de le faire, le contrôle du déroulement du débat, a su faire taire les candidats quand c'était fini leur tour. Des fois, on débordait de quelques secondes, mais règle générale, ça s'est relativement bien déroulé. J'ai trouvé, je ne sais pas si on avait donné un somnifère à Donald pour qu'il soit plus calme, je l'ai trouvé un petit peu plus calme. Il y a eu quelques moments où je me suis dit, oh, Hillary va peut-être pousser sur le piton pour le repartir. Il est demeuré insultant là, dans certains de ses propos. Je veux dire, il dit des imbécilités, mais on commence à être tellement habitué à ce genre de discours. Mais là où, d'après moi, il a vraiment cloué le dernier clou dans son cercueil,
c'est lorsqu'il s'est fait poser la question par le modérateur Wallace, parce qu'il y avait une espèce de polémique sur la place publique, alors que Donald Trump se plaint beaucoup de l'attitude des médias envers lui, dit que c'est un complot des grands médias américains pour l'empêcher de prendre la présidence et qui mettait en cause le résultat de l'élection à venir le 8 novembre, en tout cas, qui se met toutes sortes de doutes. Et là, il s'est fait poser la question qui vient quand tu sors ce genre de propos-là pendant les dernières semaines. Est-ce que vous allez reconnaître les résultats du vote du 8 novembre? Et il y avait plus ou moins laissé entendre que non, il ne les reconnaîtrait pas. Son candidat à la vice-présidence, M. Pence, a dit oui, oui, bien voyons donc, dans un système démocratique, parce que si tu remets en question l'issue du vote, c'est que tu remets en question ton système électoral, puis là, tu touches au cœur de la Constitution américaine et puis à la démocratie américaine. Alors, c'était assez pesant, les propos de Trump à ce niveau-là. Et ben là, il s'est fait poser la question, c'était très, très clair, allez-vous, oui ou non, accepter les résultats d'élection le soir du 8 novembre? Et Donald Trump, fidèle à lui-même, nous en a sorti une perle. Alors, il a dit aussi clairement que je vous le dis là, on verra. Je vais garder le suspense. Et puis, il a continué à cracher sur les médias. Là. Puis, je ne dis pas qu'il n'y a pas tort, qu'il n'y a pas des médias qui tentent de sortir différentes choses, mais d'un autre côté, ça fait partie de la game. Puis on pourrait dire la même chose du côté d'Hillary Clinton, parce que mettons que les médias ne sont pas tendres non plus à son endroit. Mais ceci étant, c'est une attitude de loser, puis c'est à peu près, je pense, la dernière chose qui restait pour les plus modérés, je dirais. Les vendus Trump, là, ceux qui pensent qu'Hillary, c'est une voleuse, une menteuse, ils vont le penser encore jusqu'à l'heure de leur mort. Il n'y a rien à faire pour changer la tête de ces gens-là. Ils sont vendus aux propos de Trump. Ils boivent son Kool-Aid sans question. Et c'est ça que ça donne comme résultat. Mais ça, c'est un pourcentage assez, je dirais pas minime, parce que ça va quand même y donner quelques millions de votes. Mais la vaste majorité, je pense, c'était probablement le dernier propos qui manquait pour les conforter dans leur décision de lâcher Donald Trump s'ils avaient quelques hésitations qui soient. Alors, c'était la bonne nouvelle de la semaine. On a fini d'avoir ce genre de débat. C'était pire que pire. En tout cas, ça aurait pris un avertissement là, avant de commencer le débat à ne pas écouter en bas de je ne sais pas trop quel âge, puis même à ne pas recommander au cœur sensible. La moins bonne nouvelle dans notre région à nous, c'est qu'on apprend cette semaine que le système Phoenix, le fameux système de paye du gouvernement fédéral, bien, écoutez bien, celle-là, alors qu'on avait dit qu'on aurait réglé les 82 000 cas qui restaient à régler, qu'on les aurait réglés selon la sous-ministre Marie Lemay en date du 31 octobre. Alors, cette semaine, la sous-ministre est sortie pour faire le point. Bravo pour la transparence, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il savait dès le début, mais ça fait partie, en disant qu'on le réglerait au 31 octobre pendant le mois d'août, bien, ça enlevait un peu de pression. Les médias étaient peu après eux autres à dire quand est-ce que ça va se finir, quand est-ce que ça va se régler, puis etc. Ça donnait l'impression qu'il se passait de quoi. Et là, aux surprises, on nous dit que les syndicats nous avaient déjà dit de toute façon que ça ne serait jamais réglé pour la fin octobre. La fin octobre qui est à peine dans une dizaine de journées. On apprend qu'il reste encore quoi, 30 quelques mille dossiers. Je me pose même la question s'il n'y a pas plus de dossiers que ça à régler encore. Parce que à tous les jours, moi en tout cas, je le sais parce que j'ai des fonctionnaires qui me parlent. La station de radio pour qui je travaille les matins, tous les matins, du lundi au vendredi, reçoit des appels de fonctionnaires. Il y a des cas pathétiques qui surviennent par la suite, des gens qui prennent leur pension, des gens qui reviennent de congés sans solde, avec solde, etc., et qui subissent la même problématique. Alors, je ne suis pas certaine, moi, qu'on va avoir, même en extensionnant, qu'il n'y aura pas encore d'autres problèmes avec le système Phoenix. Il faudrait peut-être repenser le système Phoenix, puis arrêter de dire on va mourir et périr avec ce système-là. Peut-être que des fois, on est mieux de scraper quelque chose puis de ravancer. Un peu comme le mot de le phénix lui-même. On sait c'est quoi un phénix, hein?
ça meurt, puis ça renaît de ses cendres. Peut-être qu'il faudrait le faire renaître sous une forme un petit peu différente. En tout cas, sympathie aux fonctionnaires, mais soyez vigilants de grâce. Regardez, parce qu'il y a des gens qui me disent que c'est un pur hasard. Ils ont regardé, parce que beaucoup de gens qui reçoivent leur paye directement ne pensent pas à regarder le document qu'ils reçoivent par la poste par rapport à ça, ou soit par courriel, aussi parce que le gouvernement s'enligne beaucoup par les courriels, les postels, tu t'inscris, puis bien des gens ne vont même pas voir ces documents-là. Il y a des gens qui m'ont dit, pur adon, ils se sont adonnés à regarder juste parce qu'ils ont entendu un reportage, soit à la radio ou à la télé, et ils se sont dit, « Hey, m'allez regarder mon document », et ils ont réalisé que leur pension était calculée sur des montants avant les dernières augmentations qu'ils avaient eues avant de prendre leur retraite, et ainsi de suite. Alors, soyez vigilants, vos T4 quand vous allez les recevoir aussi. Ça va être une histoire à suivre, mais ça, c'était probablement la moins bonne nouvelle de la semaine. Quelques mots avant de passer à la pause en une couple de minutes. Je veux vous parler de la mine Wallingford Back. Pourquoi? Parce que mercredi, le 19 octobre, cette semaine, pardon, avait lieu la rencontre des maires de la MRC Papineau. On le sait tous, ils devaient prendre une décision parce que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles leur avait dit « On veut savoir ce que vous voulez faire avec la mine. Je comprends que la mine appartient à la province. C'est le ministère qui en a la charge. Mais c'est sur le territoire de la municipalité de Mulgrave et Derry. » Je ne me suis pas trompée dans le nom. Et là, il était question, est-ce qu'on dynamite parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour empêcher les gens de venir voir ce joyau qui a été souligné par le réseau CTV à un moment donné? Là, il y a des gens qui disaient, surtout les résidents du coin, de la rue, du chemin de la mine, qui se plaignent du va-et-vient, des déchets, etc. Alors, la question était de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Et le conseil de la MRC a pris, d'après moi, la décision de Guidoune par excellence, a décidé de retourner ça au ministère en disant « Faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas l'air d'avoir un intérêt bien souligné pour le tourisme dans notre région. C'est un joyau. Réveillez-vous. » Le député du coin, Alexandre Iraca, aux surprises, qui était le président de la commission parlementaire sur l'énergie, les ressources naturelles, l'agriculture, bien, il vient de recevoir une nouvelle charge qui est maintenant le transport et on le sort des ressources naturelles. J'espère que ce n'est pas pour l'empêcher d'être peut-être encore plus pertinent dans ce dossier-là. Vous ne pouvez pas laisser aller ce joyau. Je comprends les résidents, là, que ça peut déranger. Il y a sûrement moyen de faire quelque chose avec ça. Mais de prendre une décision qui est de strictement retourner la décision à celui qui vous demandait de prendre une décision, ça ne me semble pas bien intelligent dans mon livre à moi. Et quand on sait que la MRC Papineau se cherche des vocations touristiques parfois et que vous avez un endroit qui, dans mon livre à moi, pourrait de loin dépasser la caverne La Flèche, bien, peut-être que vous auriez intérêt à y penser. On fait une courte pause et on revient. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. En courtier? Oui. La philosophie des emplois de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Et cette semaine avait lieu la conférence fédérale provinciale territoriale sur la santé. Une grosse conférence fédérale provinciale, on le sait, parce que le dossier de la santé, c'est probablement le plus gros poste budgétaire pour les provinces. Santé, éducation, là, c'est ce qui ramasse c'est le gros lot, si on veut, au niveau des budgets provinciaux.
On sait que dans les années 90, le gouvernement fédéral s'est fait un équilibre budgétaire sur le dos des provinces en réduisant les montants des transferts qu'ils envoyaient en matière de santé et services sociaux. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans les provinces, puis je pense qu'ils s'en sont jamais remis, puis s'en remettront jamais tant que le fédéral ne revient pas dans les pourcentages qui étaient versés à l'époque et même encore. Ça avait changé en ce sens qu'en 2004, Paul Martin avait conclu une entente avec les provinces, une entente sur 10 ans, avec un financement qui était connu pour les provinces, avec une hausse de 6 % à chaque année. Donc, ça leur permettait de bien budgéter puis de pouvoir rencontrer les objectifs, même si le réseau coûte de plus en plus cher et de plus en plus cher. Et que parfois, on peut se poser la question, donc, ce qu'ils font avec, parce qu'il y a encore bien du monde qui n'a pas de médecin, de famille, il y a encore bien des gens qui attendent des heures et des heures et des heures dans les centres hospitaliers, et que des fois, on a l'impression que c'est un système tout croche. On a vécu les années d'austérité du gouvernement Couillard qui a fait différentes coupures qui n'ont pas aidé. Et là, on se retrouve, on a eu les années Stephen Harper qui a maintenu l'entente de Paul Martin avec les provinces, les territoires, mais qui avait annoncé qu'à partir de 2017, ce ne serait plus 6 % qui serait mis en augmentation, mais plutôt 3 %. Alors, c'est certain que ça crée un manque à gagner pour les provinces qui décrit ça haut et fort, mais non seulement est-ce qu'on coupe dans le montant qui va être envoyé aux provinces ou qui était attendu par les provinces, le gouvernement Trudeau, avec la voix de sa ministre Philpott, semble aussi vouloir dicter là où les provinces vont dépenser l'argent envoyé par le fédéral. Ce qu'il faut comprendre, puis vous allez dire, je m'en sac d'où vient l'argent, là. Je veux bien croire là, que vous vous en sacriez. Moi aussi, des fois, je me dis, écoute, ça vient d'une seule poche, la nôtre. Ce n'est pas l'argent de nos gouvernements, c'est notre argent qu'on leur envoie pour gérer à notre place, mais pour nos bénéfices. Mais sauf qu'on a une constitution au Canada qui s'appelle une constitution canadienne, mais qui a départagé les juridictions. Alors, comme l'armée, c'est fédéral, les affaires internationales, etc., c'est fédéral. Mais quand tu arrives à la santé, l'éducation, c'est des champs de juridiction complètement provinciales. Le gouvernement fédéral, à travers ce qu'il appelle, parce qu'il y a un petit texte dans la Constitution qui dit le gouvernement fédéral peut, avec son pouvoir de dépenser, embarquer dans des champs qui pourraient avoir un intérêt national. Alors, à travers la loi sur la santé fédérale, qui sort les facteurs qui disent que ça doit être la santé doit être universelle, gratuite, etc., notre système de santé tel qu'il est. Alors, fort de ça, bien, ça leur a toujours permis de mettre des sous. Au Québec, on a toujours été très, très, très jaloux de notre juridiction, c'est-à-dire c'est à nous, tu y touches pas, on sait c'est quoi les besoins de notre population, on sera, nous, redevables devant notre population sur la façon qu'on dépense les sous du public à cet égard. Mais là, Trudeau, probablement parce qu'il vient de son père, a aussi cette idée d'un fédéralisme peut-être un peu plus centralisateur où le grand frère fédéral va dire au petit frère, voici comment je veux que tu dépenses. Et non seulement est-ce qu'ils ont dit, on veut vous dire dans quoi vous allez le dépenser, mais en plus, ils ont le culot de dire cette semaine, et là, ça a fait sursauter les provinces, pas seulement le Québec, qu'il laissait insinuer dans une entrevue, le premier ministre Trudeau et sa ministre Philpott, que de toute façon, les provinces ne savaient pas trop comment dépenser l'argent, la dépensaient peut-être pas très bien. Et ça a fait réagir. Ça aide absolument pas les relations fédérales-provinciales, qui étaient quand même relativement au beau fixe depuis, je dirais, les 12 dernières années, où on ne sentait pas qu'on était dans des batailles fédérales, provinciales, de juridiction, où on sentait qu'il y avait un respect entre partenaires. Pas certaine qu'on sent ce même respect. Mais j'ai l'impression que Trudeau le premier ministre se permet ce genre d'attitude parce qu'il sait qu'il est populaire, puis que les gens vont probablement plus pencher de son bord que du bord du Dr Barrett, par exemple, ou de Philippe Couillard, qui ne sont pas nécessairement des personnages aussi populaires que Justin Trudeau au moment où on se parle. Mais à mon point de vue, c'est un jeu dangereux et qui risque d'avoir des ramifications qui pourrait être dommageable pour la fédération, et ça serait regrettable, alors comme je le disais,
on a une certaine paix constitutionnelle au pays. Ça sera à suivre, c'est bien évident. Ça ne s'est pas réglé cette semaine. Ils sont sortis de la conférence. La ministre l'a avoué en porte close, derrière les portes closes. Elle a zéro pouvoir. Ce n'est pas elle qui prend les décisions. C'est le ministre des Finances et le premier ministre. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette conférence-là. Sérieusement, là, ça, j'appelle ça dépenser notre argent tout croche. Quand tu sais que tu as zéro pouvoir de décision, envoie pas ton 2 de pique, là. On se retrouvera au mois de décembre entre premier ministre, puis ils régleront le dossier, j'espère, à la satisfaction de tous. Il y a eu une petite histoire qui a fait beaucoup réagir aussi. Je vais vous faire grâce de la première année de Trudeau. Là, on aura l'occasion d'en reparler, qui en profite parce que ça ne durera peut-être pas toujours. Quand tu es tout seul pour représenter ton parti, à un moment donné, il ne faudrait pas que toi tu aies des troubles parce que c'est ton parti qui va en avoir. Il y a eu la nomination d'un juge à la Cour suprême du Canada, mais je vais vous en reparler la semaine prochaine parce qu'il va passer en comité et j'ai surtout hâte de voir si c'est vrai. Lui, il se présente comme bilingue, mais j'ai vraiment hâte de voir si ce juge qui nous vient de Terre-Neuve, Labrador, si ce juge-là, M. Malcolm Rowe, est effectivement bilingue. Un juge en passant qui avait été nommé par Jean Chrétien, qui a travaillé au niveau politique très près du premier ministre Tobin à l'époque, un ardent défenseur de Chrétien. Alors, j'ai hâte de voir en quoi est-ce que la nouvelle formule de Justin Trudeau pour nommer des juges à la Cour suprême est plus transparente que les autres. Mais en tout cas, on repassera. Le marché des résidences d'aînés sont extrêmement prisés par les pharmaciens, les pharmacies. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le système, vous en avez entendu parler cette semaine, de piluliers. Ça, c'est les espèces de petites boîtes là, où on dit quand tu as, mettons, 10 médicaments à prendre par jour, 3 le matin, 3 le midi, puis 4 le soir. J'espère que j'ai bien additionné. Et là, ben, ça te dit matin, midi, soir, puis c'est tout organisé pour toi, comme ça, tu ne les oublies pas. Mais semble-t-il que c'est un marché lucratif, on le sait, les pharmaceutiques, là, moi je dis que c'est eux qui contrôlent le monde, là, parce que c'est de la grosse argent. Les gens dépendent et souvent, quand je dis que c'est un marché lucratif, c'est qu'ils vont vers les résidences pour aînés qui sont autonomes ou semi-autonomes et avec certaines administrations sans ligne pour être le pharmacien reconnu de la place et tout passe par eux autres. Fait que ça vous donne une idée comment ça peut être payant. Mais rappelez-vous, c'est votre droit d'avoir votre propre pharmacien. Il n'y a personne qui peut vous forcer d'aller ailleurs. Il n'y a personne qui peut vous dire, garde, tu dois fonctionner avec un tel. C'est votre droit le plus strict d'avoir le professionnel de votre choix à ce niveau-là. Alors, gênez-vous pas pour questionner. Puis des fois, c'est plus pratique. Puis il n'y a rien de mal non plus de faire de la sollicitation puis du réseautage. Les chambres de commerce, ça fait exactement ça. Ça va voir les différents organismes qui sont des donneurs d'ouvrages, puis ils font des démarches. Alors, on ne tapera pas nécessairement ses doigts de tous les pharmaciens, mais il faut que ça joue correctement. Je sais que l'Ordre des pharmaciens va aller faire une petite enquête. Ça sera à suivre, mais de grâce, soyez vigilants, c'est pour vous. Cette semaine, on a aussi commencé en commission parlementaire, c'était le projet de loi 62 pour ce qui concerne la neutralité de l'État. Moi, je vous dis, j'appelle ça l'éléphant qui accouche d'une souris. La ministre Stéphanie Vallée, qui est aussi notre ministre régional, ministre de la Justice, présente le projet de loi 62. Initialement, c'était pour enlever les propos, empêcher les propos haineux. Finalement, elle est obligée d'enlever ça de son projet de loi. Là, elle nous dit que finalement, tout le monde qui travaille pour l'État pourra mettre le costume religieux qu'il voudra en autant que son visage est découvert. Moi, il me semblait qu'on avait au moins convenu avec la commission Bouchard-Taylor d'un minimum qui rejoignait tout le monde. Ceux qui ne veulent plus rien voir, les laïcs à 100 puis ceux qui disent, regarde, il y a quand même une liberté de religion, il y a une liberté d'expression. Si la personne va avoir une croix longue jusqu'à son nombril, c'est son droit le plus strict. Si l'autre va avoir quelque chose, peu importe l'objet religieux, quel qu'il soit, pour des motifs de croyance religieuse, bravo. Sauf que la commission Bouchard-Taylor disait, minimalement, il faut que les personnes en autorité, les policiers, les juges, ces gens-là, soient, eux autres, dans la neutralité la plus stricte. Moi, d'arriver devant un juge qui serait habillé, je ne sais pas, de telle et telle façon, c'est peut-être un peu intimidant. Alors ça, c'était un principe, il me semble, avec lequel tout le monde vivait bien. C'était une question d'accommodement raisonnable, qui se justifiait dans une société libre et démocratique. Là, finalement, ça va être un free-for-all en autant que ton visage est découvert. Tu feras bien qu'est-ce que tu voudras.
sérieusement, là, manquer de courage politique à ce point-là, ça me déçoit, ça me décourage quand je pense au débat pénible qu'on a eu à subir dans le dossier du niqab l'année dernière, il y a un an, campagne électorale fédérale, pour 2 cas sur 680 quelques mille. Quand je pense à tout ce qu'on a vécu avec la commission Bouchard-Taylor, puis qu'on va accoucher de cette petite minuscule, mais minuscule souris qui dit plus rien, moi vous dire, là, c'est même pas qualifiable, c'est rire du monde. Comment est-ce qu'elle nous a dit ça, la ministre? Quelque chose comme, c'est pas une charte sur le linge. Elle veut rire de nous autres. C'est pas ça que les gens lui demandent. On demande que les gens en autorité qui représentent l'État soient les plus neutres possibles. Et par neutralité, ça veut dire que ta religion, laisse-la chez vous, le temps que tu occupes ta fonction importante et qui est en autorité sur les gens. Ça a l'air que ça fait peur aux membres du gouvernement libéral de Philippe Couillard, probablement pour toutes sortes d'enjeux de différentes religions. Puis je vous fais grâce du dossier de la dame qui était témoin de Jéhovah, parce que ça fait hurler à travers le Québec. On n'embarquera pas là-dessus, on pourra peut-être s'en reparler à un autre moment donné. Ça aussi, c'est fort quand c'est rendu que les religions entourent les gens dans les chambres d'hôpital pour les empêcher d'avoir des services. Puis après ça, on prétend que c'est le consentement de l'individu. Il faudrait peut-être avoir un mécanisme puis pas avoir peur de porter ses culottes comme ministre, puis de dire on va aller voir et s'assurer que c'est un consentement libre et éclairé. Comité de consultation économique, je veux terminer là-dessus. Il me reste à peine 1 minute et je veux faire le point suivant. Vous savez, je vous en ai parlé du comité consultatif économique de Philippe Couillard. C'est tous des grands bonzes de Montréal, des universitaires, des grandes industries, etc. À Québec, la ville de Québec et les environs, ça a hurlé. Les députés provinciaux sont allés aux barricades pour dire comment ça, la ville de Québec n'est pas représentée sur ce comité-là. Même certaines centrales syndicales sont représentées par leur fonds de solidarité, de la FTQ, entre autres. Gatineau, l'Outaouais, on est où? On a un point important à faire valoir, on a des points importants à faire valoir en matière d'économie, mais ça a l'air que ça n'intéresse pas personne. Je ne sais pas où sont nos voix, mais ils ne sont certainement pas du côté ni de notre Parlement fédéral, ni de notre Parlement provincial. En tout cas, ça brasse, il y aura plein de choses à suivre. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Rapport Boivin.